Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que tu traverses l'une des choses les plus douloureuses qu'un être humain puisse vivre. Et peut-être que quelqu'un autour de toi a dit quelque chose comme « c'est juste un chien ». Peut-être que tu t'es toi-même dit que tu exagères, que tu devrais aller mieux plus vite, que cette douleur n'est pas proportionnelle à ce que tu as perdu. Je veux commencer par te dire quelque chose d'important. Tu n'exagères pas. Ce que tu ressens est réel, légitime et reconnu par la science comme l'une des formes de deuil les plus intenses et les moins soutenues socialement que les humains vivent. La douleur que tu portes en ce moment a un nom, elle a des mécanismes, elle a une logique. Et comprendre ce que tu traverses ne va pas effacer la douleur, mais ça peut t'aider à ne plus avoir peur d'elle. Reste avec moi. Ce que je vais te dire peut changer la façon dont tu vis les semaines et les mois qui viennent. Ce que la science dit sur la douleur que tu ressens en ce moment. Il y a une question que presque tout le monde se pose dans les premiers jours après la perte d'un chien. Pourquoi est-ce que ça fait aussi mal? Pas parce qu'ils doutent de la valeur de ce qu'ils ont perdu, mais parce que la douleur est si physique, si totale, si envahissante, qu'elle surprend même ceux qui s'y attendaient. On pense qu'on est prêt. On ne l'est jamais vraiment. La réponse à cette question est à la fois simple et bouleversante. Une étude publiée dans le Journal of Mental Health Counseling a demandé à des personnes en deuil d'évaluer l'intensité de leur douleur après la perte d'un animal de compagnie comparée à d'autres pertes dans leur vie. Les résultats ont montré que pour une proportion significative des participants, la perte d'un animal était décrite comme aussi intense, et dans certains cas plus intense, que la perte d'un être humain proche. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas du sentimentalisme excessif. C'est la conséquence directe de la nature du lien que tu avais avec ton chien. Pense à ce qu'était ta relation avec lui. Il était là chaque matin quand tu te levais. Il était là le soir quand tu rentrais. Il ne t'a jamais jugé, ne t'a jamais déçu de façon intentionnelle, ne t'a jamais menti. Il t'aimait avec une constance que peu de relations humaines peuvent égaler. Sa présence était tissée dans le tissu de ta vie quotidienne d'une façon si intime, si régulière, si inconditionnelle, que son absence crée des trous partout, dans chaque routine, dans chaque moment de la journée. Ce n'est pas un trou dans ta vie, c'est des dizaines de trous simultanés. Et ça, le cerveau humain ne sait pas très bien le gérer. Pourquoi le deuil d'un chien est différent des autres deuils? Il y a quelque chose de particulier dans cette forme de deuil, que les spécialistes appellent le deuil non reconnu. Quand tu perds un parent, un ami proche, un être humain aimé, la société a des protocoles. Des funérailles, un congé, des condoléances officielles, des gens qui t'appellent, qui apportent de la nourriture, qui s'assoient avec toi dans le silence. Une reconnaissance collective que quelque chose d'important s'est passé. Quand tu perds un chien, rien de tout ça n'existe vraiment. Tu retournes travailler le lendemain. Tes collègues te demandent si ça va et passent à autre chose. Tes amis te disent qu'ils sont désolés et changent de sujet. Et toi, tu te retrouves seul avec une douleur que le monde autour de toi ne reconnaît pas vraiment comme légitime. Les psychologues ont un terme pour ça, le deuil non reconnu. Un deuil pour lequel la société n'offre pas de structure, pas d'espace, pas de permission de souffrir pleinement. Et les recherches montrent que les deuils non reconnus sont souvent plus difficiles à traverser que les deuils officiellement acceptés. Non pas parce que la perte est plus grande, mais parce que la personne en deuil doit en plus gérer l'isolement de souffrir seule, sans validation extérieure. Si tu t'es déjà senti incompris dans ta douleur, si tu as déjà eu honte de la profondeur de ce que tu ressentais, si tu t'es dit que tu étais trop sensible, sache que c'est le système qui est défaillant, pas toi. Ta douleur est exactement à la hauteur de ce que tu as aimé, les premières heures et les premiers jours. Voilà ce dont personne ne parle vraiment sur les premiers jours après la perte, le silence. Tu rentres chez toi et il n'y a pas de bruit de pattes sur le sol, pas de souffle chaud contre ta jambe, pas de corps qui se lève quand tu ouvres la porte. La maison a exactement le même aspect qu'avant. Les meubles sont au même endroit, la lumière entre de la même façon, mais quelque chose dans l'air a changé de façon irrémédiable.
Ce silence-là est l'une des choses les plus brutales du deuil d'un animal. Parce que ton chien était présence. Présence physique, sonore, olfactive, thermique. Il occupait l'espace de ta maison d'une façon que tu n'avais peut-être jamais conscientisée jusqu'au moment où il a cessé de l'occuper. Et ton cerveau, dans les premiers jours, fait quelque chose de déconcertant. Il cherche. Il continue à envoyer les mêmes signaux que d'habitude. L'habitude de le regarder quand tu entends un bruit. L'habitude de baisser la main vers lui quand tu es assis. L'habitude de regarder son bol en passant dans la cuisine. Ces réflexes ne disparaissent pas immédiatement. Ils continuent pendant des jours, parfois des semaines, et chaque fois qu'ils se déclenchent et ne trouvent de rien, la douleur revient aussi fraîche que la première fois. Ce n'est pas de la folie, c'est la neurologie du deuil. Les neuroscientifiques qui étudient le deuil parlent de recherche de l'absent. Le cerveau humain, face à une perte majeure, continue pendant un certain temps à chercher la personne ou l'être disparu. C'est un mécanisme ancien, probablement adaptatif à l'origine, qui aujourd'hui produit ces moments de douleur aiguë où tu tends la main vers quelqu'un qui n'est plus là. Si tu traverses ça en ce moment, laisse-le se produire. Ne combats pas ces réflexes. Ils font partie du processus. Ce que tu risques de ressentir dans les semaines qui suivent. Le deuil n'est pas une ligne droite. Personne ne te dit ça assez clairement. Le modèle des 5 étapes du deuil, que tu as peut-être entendu, le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation, est une simplification utile mais souvent trompeuse. Dans la réalité, le deuil ressemble beaucoup moins à une progression ordonnée et beaucoup plus à une mer agitée. Des jours où tu vas mieux, suivis de jours où tu vas moins bien. Des moments de calme interrompus par une vague de douleur inattendue déclenchée par n'importe quoi, une odeur, une chanson, une lumière particulière un soir de semaine qui ressemble à tant d'autres soirs que vous avez passés ensemble. Ces vagues inattendues ne signifient pas que tu régresses. Elles signifient que ton deuil est vivant et qu'il fait son travail. Il y a aussi des choses que tu pourrais ressentir et qui peuvent te surprendre ou t'inquiéter. La culpabilité. Presque tout le monde qui a perdu un animal ressent de la culpabilité. Aurais-je dû l'emmener chez le vétérinaire plus tôt? Aurais-je dû être là à ce moment-là? Est-ce que j'ai fait le bon choix? La culpabilité du deuil est presque universelle et presque toujours disproportionnée. Elle est l'expression de l'amour qui cherche quelque chose à faire avec lui-même quand il n'y a plus d'objet pour le recevoir. Elle ne dit rien de ta valeur en tant que propriétaire. Elle dit seulement que tu aimais profondément. La colère. Elle peut être dirigée vers le vétérinaire, vers les circonstances, vers toi-même, parfois vers ton chien lui-même de façon irrationnelle pour t'avoir laissé. La colère dans le deuil est de la douleur qui a trouvé une direction. Elle est normale. Le soulagement parfois si ton chien a souffert longtemps avant de partir. Et souvent la culpabilité d'avoir ressenti ce soulagement. Sache que ces deux émotions peuvent coexister sans se contredire. Tu peux être soulagé que sa souffrance soit terminée et être ravagé par son absence. Les deux sont vrais, en même temps. Le sentiment d'avoir perdu une partie de toi-même. Parce que c'est littéralement ce qui s'est passé. Ton chien était une partie de ton identité, de ta routine, de ta façon de te définir dans le monde. Sa disparition modifie quelque chose dans la structure de qui tu es. Ça prend du temps à se reconstruire, et c'est normal. Ce que ton chien t'a donné, que tu ne vois peut-être pas encore. Voici quelque chose d'important à comprendre dans les moments où la douleur est la plus forte. Tout ce que ton chien t'a apporté, tu l'as encore, pas lui. Lui, il n'est plus là, et rien ne changera cette réalité. Mais la façon dont il t'a appris à aimer, la façon dont il t'a appris à être présent, la façon dont il t'a montré ce que ça fait d'être aimé sans condition, cette façon dont il t'a rendu plus doux, plus attentif, plus capable de tendresse, ça, c'est en toi pour toujours. Une étude de l'Université du Missouri a examiné l'impact à long terme de la relation avec un animal de compagnie sur le développement de l'empathie et de la régulation émotionnelle chez les adultes. Les résultats suggèrent que les personnes qui ont eu des liens profonds avec des animaux
développe des capacités d'attachement, de présence et de lecture émotionnelle plus développées que la moyenne. Ton chien t'a formé, pas intentionnellement, pas consciemment, mais réellement. Il t'a appris à lire un être vivant qui ne parle pas ta langue. Il t'a appris à être là, vraiment là, sans distraction, parce que lui était toujours entièrement là pour toi. Il t'a appris que l'amour peut être simple, constant, sans condition. Ces choses-là ne meurinent pas avec lui. Comment traverser les premières semaines concrètement? Voici des choses qui aident vraiment, documentées par des thérapeutes spécialisés en deuil animalier, et des choses qui semblent t'aider, mais qui prolongent parfois la douleur. Ce qui aide vraiment, permettre le deuil sans le gérer, résister à l'envie de rester occupé pour ne pas penser, du moins au début. La douleur non traversée ne disparaît pas. Elle se dépose. Elle revient plus tard, souvent sous des formes que tu ne reconnais pas comme du deuil. Pleurer, parler, écrire, se souvenir, tout ça fait partie du processus et le raccourcit plutôt que de l'allonger. Parler à des gens qui comprennent. Pas nécessairement tout le monde autour de toi ne sera capable de recevoir cette douleur. Et c'est normal. Trouve les personnes qui ont eux-mêmes perdu un animal et qui comprennent de quoi il s'agit vraiment. Les groupes de soutien au deuil animalier existent, en ligne et en présentiel, et beaucoup de personnes qui y participent décrivent le fait d'être enfin compris comme une expérience transformatrice. Maintenir des routines doucement modifiées. Les routines que tu avais avec ton chien structuraient tes journées. Leur disparition soudaine crée un vide temporel réel. Il peut être utile de créer de nouvelles micro-routines pour remplacer celles qui ont disparu, pas pour oublier, mais pour donner à tes journées un rythme que ton cerveau peut suivre. Honorer sa mémoire d'une façon qui t'est propre. Certaines personnes trouvent du réconfort dans un rituel, planter quelque chose, créer un espace dans la maison, rassembler des photos, écrire une lettre. Ce ne sont pas des gestes sentimentaux vides. Ce sont des façons pour ton cerveau de faire quelque chose avec une douleur qui, autrement, n'a nulle part où aller. Ce qui semble aider mais peut parfois prolonger la douleur. Prendre un nouvel animal très rapidement pour combler le vide. Pas parce que aimer un nouveau chien serait mal, mais parce que si c'est fait avant d'avoir traversé le deuil du premier, le nouveau chien porte parfois le poids d'une comparaison perpétuelle qui n'est juste ni pour lui ni pour toi. Il n'y a pas de règle absolue sur le timing. Mais la question à se poser est la suivante. Est-ce que je veux cet animal pour lui-même ou est-ce que je veux combler un manque? Les deux sont compréhensibles. Seul le premier est une bonne base pour une nouvelle relation. Évitez tous les rappels douloureux en rangeant tout immédiatement. Le réflexe de tout ranger, de tout effacer, les jouets, le bol, le panier, peut sembler une façon de protéger de la douleur. Parfois il l'est, mais parfois il prive du processus de transition, de ce passage progressif de la présence à l'absence. Certains thérapeutes recommandent de laisser les choses quelque temps, puis de les ranger quand on est prêt, pas parce qu'on a décidé d'aller mieux, mais parce qu'on l'est un peu. Minimiser sa propre douleur pour ne pas inquiéter les autres. Tu peux avoir besoin de soutien, demande-le. La honte du deuil animalier est un phénomène culturel arbitraire et injuste. Ta douleur mérite autant d'espace que n'importe quel autre. Quand l'aller mieux commence à sembler possible, il viendra un moment et tu ne seras peut-être pas en train de le chercher ou quelque chose changera, légèrement. Peut-être que ce sera un matin où tu te réveilleras et où la première pensée ne sera pas lui. Pas parce que tu l'as oublié, mais parce que ton cerveau s'est accordé quelques secondes de repos. Peut-être que ce sera un moment où tu penseras à lui et que la pensée s'accompagnera d'un sourire avant les larmes, ou à la place des larmes. Peut-être que ce sera juste une journée où tu mangeras correctement et où tu dormiras sans te réveiller plusieurs fois. Ces moments ne trahissent pas ton chien. Ils ne signifient pas que tu l'aimais moins. Ils signifient que tu guéris. Et la guérison du deuil ne ressemble pas à l'oubli. Elle ressemble à une intégration. L'être disparu ne prend plus toute la place dans la douleur. Il commence à prendre de la place dans quelque chose d'autre. Dans la gratitude, dans le souvenir doux, dans l'amour qui reste même sans objet présent pour le recevoir.
Les thérapeutes, spécialisés en deuil, parlent aujourd'hui de lien continu. L'idée que la mort ne met pas fin au lien, elle en change la forme. Ton chien n'est plus là de façon physique. Mais la relation que vous avez eue continue d'exister en toi, dans la façon dont il t'a changé, dans les souvenirs que tu portes, dans l'amour que tu as appris à son contact. Ce lien-là, personne ne peut te l'enlever. Ce que tu feras un jour avec ce que tu as appris. Un jour, pas maintenant peut-être, mais un jour, tu regarderas en arrière et tu verras quelque chose que tu ne peux pas voir de là où tu es. Tu verras que cette douleur, aussi terrible qu'elle soit en ce moment, est la preuve directe de quelque chose d'extraordinaire. Que tu as été capable d'aimer un autre être vivant avec une profondeur, une constance et une générosité qui ont rendu sa vie meilleure chaque jour. Que tu lui as donné ce que tout être vivant cherche, un endroit sûr, une présence aimante, un monde qui a de la valeur parce que quelqu'un de bien y est présent. Et que lui, en retour, t'a donné exactement la même chose. Il y a des vies entières où les humains cherchent ce genre de réciprocité et ne le trouvent jamais pleinement. Toi, tu l'as eu. Toi, tu sais ce que ça fait. Cette connaissance-là ne te quitte pas. Le deuil est douloureux à proportion de l'amour. Et si c'est aussi douloureux que ça, c'est parce que c'était aussi beau que ça. Prends le temps qu'il faut. Il n'y a pas d'horaire pour traverser ça dignement. Et tu n'es pas seul.